Honorable député de Belleuil-Chambly. Merci. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, j'ai envie de commencer en disant, mais quelle mouche les a piqués? Ou, en québécois, ils sont-tu tombés sur la tête? Il y a dans le mémoire déposé par les procureurs du gouvernement des propos qui nous étonnerait même de ce qu'il y a de plus radical de l'autre bord de la frontière. Puis on va regarder ça. Alors, en termes plus polis, le gouvernement s'est couvert de ridicule. Mais il a mis en évidence la différence profonde de culture, de tradition et d'histoire entre le Canada et le Québec. Il a mis en évidence une différence de vue, une différence de modèle entre le modèle multiculturaliste canadien et interculturaliste du Québec. Le modèle du conquérant qui veut effacer pas toutes les différences, il y en a des utiles dans bien d'autres provinces face au Québec, mais les différences du conquis qui n'a pas voulu s'intégrer, disparaître dans le conquérant. Sauf que le geste posé s'inscrit dans la lecture d'une constitution qui reflète l'intention du législateur, du gouvernement de l'époque, ou nommément de M. Trudeau père. Il y a quelque chose d'un peu insultant de dire « Non, ils n'ont pas compris leur propre constitution ». Soit ils n'ont pas été honnêtes ou soit ils n'ont pas été compétents, ce qui, à bien des égards, s'appliquerait davantage au gouvernement actuel en de telles matières. La Constitution reflète la volonté des signataires à la Constitution. Et on ne peut pas revoir, spéculer, inventer, fabuler, multiplier les fariboles sur ce qu'était l'intention du législateur. Et on ne peut pas davantage demander aux juges de se prêter à cet exercice. L'intention a été écrite, l'intention a été signée, l'intention a été imposée au Québec, qui n'a jamais, tout gouvernement confondu, adhéré à cette Constitution. Alors faisons un peu d'histoire. Il y a environ, allons-y, 1760, pendant environ 200 ans, les Français de Nouvelle-France sont essentiellement coupés des Français de France et au cours, surtout, du 20e siècle, les élites intellectuelles et, lorsqu'ils y arrivaient, les artistes, partageaient un rêve qui survivra même longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, de pouvoir aller reprendre contact avec la France. Mais les Canadiens français, à l'époque, dans les années 50, c'était des Canadiens français qui travaillaient pour le boss anglais. Ils étaient assujettis à cette autorité parce qu'ils n'avaient que très peu de contrôle sur leur propre économie. Et ils étaient aussi assujettis à une entente tacite et très ancienne entre l'Église et cette même autorité anglaise qui avait dit à l'Église, vous garderez votre autorité si vous les gardez bien en rang. Puis arrive la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, c'est l'appropriation par les Canadiens français qui allaient devenir Québécois de leur propre destinée par les moyens alors à leur portée. On mentionnera évidemment le premier très grand geste d'appropriation de nos outils économiques par la nationalisation de l'hydroélectricité par René Lévesque dans le gouvernement de Jean Lesage. Mais bien sûr, de nombreuses institutions qui suivront par la suite, parmi lesquelles, et je me permets de la mettre dans les institutions, bien sûr, la loi 101, la charte de la langue française, des institutions absolument fondatrices, exemplaires, extraordinaires de l'histoire du Québec, le système d'éducation. Le système d'éducation avec la fondation des polyvalentes, des cégeps, avec la création de toutes pièces d'un réseau d'universités qui aujourd'hui non seulement fait la fierté, mais permet aux Québécois d'avoir un niveau de scolarisation et de diplomation comparable à ce qui existe en Occident, alors qu'à l'époque, on était loin, en queue de peloton. Des révolutions quant au rôle de l'État,
son rôle économique, mais son rôle à tous égards. Et c'est pas banal de le souligner, dans combien de ces éléments-là, le regretté Guy Rocher a joué un rôle extraordinaire en matière de rédaction de la Charte de la langue française ou en matière de création de notre réseau d'institutions scolaires et universitaires et en matière de mise en place fondatrice des éléments qui vont donner naissance à une vision toute québécoise de la laïcité de l'État. Et ce faisant, nous sommes devenus des Québécois. Vous pourrez Elvis gratoniser tant que ça vous tentera. Nous ne sommes rien d'autre. Nous sommes entièrement et fièrement des Québécois. Vous savez, la stratégie du gouvernement canadien est la même depuis longtemps et elle ne changera pas. Abuser de l'accueil et de la bienveillance généreuse et incomparable de la société québécoise, en nombre et en geste pour les nouveaux arrivants, pour en faire progressivement, grâce à cette générosité québécoise, une minorité de plus en plus affaiblie à l'intérieur de la majorité canadienne. Utiliser aussi le déséquilibre fiscal pour assujettir économiquement pas seulement le Québec et toutes les provinces, vers une centralisation dont l'odieuse loi C5 n'est qu'un exemple. Vous savez, pas de déséquilibre fiscal, pas de C5. C'est aussi simple que ça, la volonté centralisatrice d'Ottawa. Or, un héritage fondamental de notre affranchissement, c'est la valeur de laïcité. Mais le Canada multiculturaliste assume, par la Charte et la Cour, et se dote d'outils, le principal étant, au premier chef, le recours à la Cour suprême. Et il finance les gens qui veulent contester les valeurs québécoises jusqu'en Cour suprême. Mais le sujet, au Québec, il est toxique, il est dangereux. Il est dangereux pour les multiculturalistes. Les appuis à la valeur de séparation de l'Église et de l'État, car c'est bien ce dont il s'agit, sont massifs. Ils traversent largement les lignes de parti. Tout se complique lorsqu'on ajoute la variable d'une immigration qui n'est pas réussie, dans le mix de multiculturalisme canadien. C'est une connotation récente qui n'existait pas au moment de l'apparition de telles valeurs. Aujourd'hui, elle est devenue, pour les libéraux, électoraliste et idéologique. Au fond, pour les libéraux ou le néolibéralisme en général, l'immigration, c'est l'accueil de gens qui sont à la fois producteurs et consommateurs, de pures variables économiques dont on ne se soucie pas des éléments contributifs à ce qui pourrait être une identité collective. Il ne s'agit pas de participer à une culture commune, évidemment en transformation continuelle, comme l'a été celle du Québec, qui a accueilli les Irlandais, les Écossais et toutes les autres vagues d'immigration. Pas de tronc commun de langue dans le multiculturalisme canadien parce que ça va de soi. L'attrait de l'anglais est assez prononcé. Pas de valeur associée ou requise à la prétention d'égalité, parce qu'on prétendra, bien sûr, que le Canada va défendre l'égalité de tout le monde, mais dans la défense de l'égalité de tout le monde, il y a la tolérance, sinon la promotion de comportements et de valeurs qui nient littéralement l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, il y a, dans la stratégie de surcroît, et c'est un peu odieux, la volonté d'identifier auprès des gens qui arrivent ici les Québécois comme étant des ennemis xénophobes avec un racisme identitaire hostile. Or, évidemment, rien n'est plus faux. Mais on ne veut pas affronter les Québécois de front sur leurs valeurs et sur leur langue, parce que l'appui à la souveraineté monte et que le prochain gouvernement du Québec sera probablement un gouvernement souverainiste. Alors, on progresse vers la contestation, l'encadrement au recours à la clause dérogatoire. On nous parle du « avant », le recours préventif. Bon, il n'existe rien de tel que le recours préventif dans la Constitution. Il y a un quelconque légiste de l'autre bord qui, un beau jour, a dit « Hey, je viens d'avoir une bonne idée. » Les chums lui ont donné une tape dans le dos, ils ont dit « T'es pas game », il a été game, il l'a dit, et ça s'est inscrit dans le narratif. Le recours préventif.
l'article 33 est clair. Il dit ce qu'il a à dire et il correspond à l'intention. Le après, bien aussi, c'est écrit, c'est très clair. C'est des périodes de 5 ans renouvelables sans détermination du nombre maximum de fois où c'est renouvelé. Il n'y a pas de moralité attachée à ça, il n'y a pas de procès d'intention d'attacher à ça. C'est la préservation de la souveraineté des parlements du Québec et des provinces. Et je nous rappelle qu'un parlement est toujours souverain dans ses décisions et ses prérogatives. Mais là, il y a un bonus. Si on gagne en Cour suprême pour encadrer la clause dérogatoire et faire obstacle à la valeur québécoise de laïcité de l'État, on gagne en même temps sur la langue la contestation de la loi 96 pour encadrer encore une fois le recours à la clause dérogatoire et tout le reste. Les velléités relatives aux syndicats dans d'autres provinces et quoi encore qui pourrait se présenter. La clause dérogatoire a été évoquée ou renouvelée largement plus de 100 fois au Québec. C'est le plus puissant outil de centralisation depuis 1982. Et combiné à C5, c'est proprement effrayant. Pourtant, l'effet pourrait être le contraire de celui qu'ils souhaitent. Notamment parce que, comme je le disais, ils sont peut-être tombés sur la tête. Écoutez, le recours à la clause dérogatoire pourrait, en théorie, permettre à un gouvernement du Québec d'autoriser des exécutions sommaires. Rien de moins. Le recours au travail forcé, l'abrogation de la liberté de presse, de la liberté de rassemblement. Mais c'est quoi ce délire, en particulier à l'encontre de la société la plus progressiste du continent? Et là, il y a quelque chose de tarlat là-dedans. Donc, si je comprends bien, je suis l'État québécois. J'adopte une loi qui permet l'exécution sommaire de quelqu'un, ou le travail forcé, l'esclavage, qui abolit la liberté de presse. Mais leur démarche ne dit pas que je n'ai pas le droit. Elle dit que j'ai le droit pendant 5 ans. Jusqu'à ce que quelqu'un conteste. Donc, leur raisonnement, c'est qu'une province pourrait autoriser l'exécution sommaire pendant 5 ans. Mais je ne sais pas qui a pensé à ça, là. Mais c'est grave et il faut vite, vite, vite retourner au cégep. Il faut aller à l'école, là, parce que dans le genre niaiserie, c'est gratiné. Qui pense que le Québec, qui le SMAT, là, qui pense que le Québec va avaler ça? En passant, je vous souligne que Robert Bourassa et Jean Charest, j'ai fouillé, j'ai pas trouvé de carte de membre péquiste, là. Robert Bourassa et Jean Charest ont recouru à la clause dérogatoire, ont renouvelé, tous les gouvernements du Québec depuis l'époque ont renouvelé, dans la plupart des cas, la clause dérogatoire. Ce gouvernement recourt à des procédés très comparables à ceux qu'il reproche à la droite américaine. Populisme, plus petit dénominateur commun, abus du manque d'information qui se rend à la population, utilisation de genres de spin qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux qui contiennent n'importe quoi, sauf de l'information, malheureusement, dans la majorité des cas. Alors, en comparaison, moi, je vous propose le rapport Pelchat-Rousseau. Une œuvre de synthèse, un travail de synthèse absolument exceptionnel, malheureusement ni assez diffusé ni assez lu, qui fait l'histoire de la valeur de laïcité à travers l'évolution québécoise tout au long de la Révolution tranquille, et on y sent tellement la trace de Guy Rousseau. Une analyse sérieuse, intelligente, respectueuse de l'intelligence du lecteur. Vous savez, je me répète, l'intention de Pierre Trudeau est celle qui est inscrite dans la Constitution. Toute autre interprétation, incluant celle de son fils ou celle du gouvernement, est une insulte qui s'ajoute à l'injure. Il y a 2 premiers ministres qui ont suspendu les libertés fondamentales dans l'histoire. 2. Pierre Elliott Trudeau, en 1970, Justin Trudeau, en 2021. Et la loi C5 contient aussi la suspension de n'importe quelle loi fédérale que le ministre décidera de suspendre, alors qu'on nous oppose de ridicules procès d'intention. Le gouvernement des juges et celui du populisme ne sera pas celui du Québec.
Nous sommes ceux qui sont les plus hostiles au populisme, à la démagogie, aux extrémismes de toute nature. Les Québécois sont tellement tolérants que parfois, mais on se ravise, on se demande s'ils ne sont pas trop avant de réaliser que c'est sagesse et c'est ce qui fait toute la force et la vigueur et la valeur de cette extraordinaire nation qu'est la nation québécoise. Alors je dis au gouvernement, ayez le courage de débattre des enjeux de modèle, de laïcité, de langue, d'immigration. Jusqu'à date, ce gouvernement ne l'a pas davantage que le précédent. Le premier ministre m'a répondu la semaine dernière, une des responsabilités du gouvernement est de défendre la Charte des droits et libertés. Donc, ce n'est pas la responsabilité de la Cour, c'est la responsabilité du gouvernement. On se fait pousser la colonne vertébrale de l'autre. On la solidifie un peu. On s'assoit autour d'une table et on dit « Je veux avoir une conversation sur la Constitution. » Et moi, invitez-moi, hein, je vide mon agenda. On y va. Mais on ne se cache pas derrière les juges. Alors, je remercie le gouvernement pour la démonstration de comment il travaille et de comment il réfléchisse. Mais je nous rappelle à tous que tout fonctionnera mieux quand on sera de bons voisins, avec des affinités, avec des défis partagés, avec des différences qui nous définissent, mais qui nous définissent librement, chacun à sa façon. Au fond, tout nous ramène à cette opposition entre les droits individuels et les droits collectifs. Imposer la suprématie des droits individuels jusqu'au déraisonnable, c'est diviser pour régner. C'est atomiser la société. C'est en faire une addition d'individus au mépris de ce qu'ils ont en commun, de ce qu'ils bâtissent en commun, de ce qu'ils rêvent en commun. Et c'est d'autant plus étonnant lorsqu'on est 80% de la population et qu'on est riche de devoir recourir à la division pour essayer de régner. C'est sans équivoque la doctrine des faibles. Alors je nous invite à discuter de nation à nation, entre égaux, qui seront liés par traité. Alors au fond, Monsieur le Président, vive le Québec libre. Questions and comments. Questions et commentaires. L'honorable député de Hull-Aylmer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis j'aimerais remercier l'honorable député de Belleuil-Chambly pour son discours. C'est très intéressant de l'écouter en tant que Québécois aussi. Je suis un très fier Québécois, je devrais dire. J'ai écouté attentivement son discours. J'aimerais lui poser une question. Et c'est une question qui est liée avec le débat qu'on a ici, mais c'est une question un peu plus théorique. Est-ce que c'est important de s'assurer que les droits sont toujours les droits, non seulement au Québec, mais à travers le Canada? L'honorable député de Belleuil-Chambly. Je sais que telle n'est pas l'intention de mon collègue tout à fait gentleman tel que je le connais. Mais il existe une telle chose que des droits collectifs. Si par un ensemble de procédés, de solidarité, de coudes serrés, jusqu'à en brûler dans une église, si les Québécois, si les Canadiens français n'avaient pas ensemble fait valoir des droits collectifs qui les additionnent sans pour autant marcher sur les droits individuels, il n'y aurait rien aujourd'hui de tel qu'une société québécoise, nationale et française. Oh. Questions and comments. Questions et commentaires. The Honourable Parliamentary Secretary to the Government House Leader. Yes, thank you, Mr. Speaker. And when I hear the Leader of the Bloc speak, I often like to be able to refer to my roots, ancestral roots to the province of Quebec. And I am very proud of the fact that Quebec is such a distinct, and I'll use the word distinct, society, in the way in which it has contributed to making Canada the best country in the world, from my perspective. Having said that,
as a parliamentarian who has served in the Manitoba legislature for just under 20 years, having been able to observe what provincial jurisdictions have done. If you take a look at the federal government, if, for example, the current leader of the Conservative Party was to materialize and bring forward using notwithstanding clause on a crime bill, I suspect provincial legislatures would have something to say on it. As a parliamentarian... Alors, je dois donner un peu de temps pour une réponse. Le chef du bloc. Il y a, dans l'attitude d'un gouvernement libéral, la présomption et la prétention d'être d'emblée et irrévocablement moralement supérieur. Je suis un libéral canadien, vous valez moins. Et si je contrôle le Parlement fédéral, évidemment, les provinces sont suspectes d'une éthique et d'une moralité moindre que celle d'un libéral fédéral. Et on a vécu avec ça depuis tellement longtemps. Puis on est tellement écœuré de ça, Monsieur le Président. On applique la Constitution, on a le droit, puis c'est tout. Bravo. Questions and comments. Questions et commentaires. Le député de Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'aimerais qu'on revienne au rat des pâquerettes. C'est souvent nécessaire avec les libéraux. Le chef du Bloc québécois l'a énoncé. La clause dérogatoire a été utilisée depuis 43 ans à plus d'une centaine de reprises. Alors, même si on accrédite l'idée qui est farfelue et illogique qu'elle ne puisse pas être utilisée à des fins préventives, c'est pourquoi elle a été désignée. Comment se fait-il, selon le chef du Bloc québécois, qu'en 43 ans, jamais une seule fois, avant la loi sur la laïcité du Québec, jamais une seule fois, l'idée que cette clause-là ne puisse pas être utilisée de façon préventive a été invoquée à la Cour? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, après 43 ans et plus d'une centaine d'utilisations, que ce soit aujourd'hui, avec la loi 21, que cette nouvelle idée juridique-là apparaisse? L'honorable député de Beloeil-Chambly. Parce qu'ils n'y ont pas pensé. À la base, pendant un certain nombre d'années, il y avait une volonté de confronter deux visions en disant « on va gagner ». C'était pas si bête parce que c'est payant faire de la politique au Canada si tu t'en prends à la singularité des valeurs québécoises. Mais ça n'allait pas marcher. Le prochain gouvernement du Québec a de fortes chances d'être un gouvernement indépendantiste. L'actuel premier ministre du Québec a déjà été indépendantiste. Dieu sait ce que la sagesse du grand âge lui apportera un jour. Alors, il y avait possibilité de prendre ça de front. On disait, hey, on va faire d'une pierre plein de coups. On va casser la laïcité et, ce faisant, la protection de la langue française et plein d'autres choses en centralisant d'emblée, de façon permanente et systématique, le pouvoir entre la moralité, vers la moralité supérieure du gouvernement fédéral, bien sûr. Questions and comments. Questions et commentaires. L'honorable député de Montréal. Merci beaucoup et merci au chef du Bloc pour son discours. Je dois signaler, Monsieur le Président, que la question de si la clause peut être utilisée dans une manière préventive n'est même pas dans le mémoire du gouvernement. C'était même pas utilisé. J'aimerais poser la question au chef du Bloc. Le Bloc nous demande de retirer le mémoire devant le Cour suprême, mais il y a une question très importante. Il y a des décisions de la Cour supérieure du Québec et des cours de Saskatchewan qui ont une position différente que le Cour d'appel du Québec sur la question d'un jugement déclaratoire. Est-ce que le chef du Bloc ne reconnaît pas que le procureur général du Canada doit clarifier la loi pour tous les Canadiens? Le député de Beloeil-Chambly. J'ai envie de dire, en tout respect, bien, faites-vous une idée. C'est la job des juges ou c'est la job du gouvernement qui va payer pour que des procureurs soient engagés et rédigent un document qui devrait les gêner beaucoup. Là. Je vous rappelle les notions d'exécution sommaire, de droit de la liberté de la presse et quoi d'autre. Il y a des fantaisies là-dedans incroyables. Mais s'il y a différentes instances à l'intérieur de la société québécoise et canadienne qui veulent recourir à la Cour suprême, j'ai toujours dit, et je répète, j'ai rien contre ça. C'est là pour ça. Mais le gouvernement fédéral n'est pas supposé de prendre une posture idéologique et de financer les adversaires d'une loi ou d'un ensemble de lois dûment votées par le Québec ou les provinces. Question et commentaire. Le député de Lévis, Lotbinière.
Merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression de voir ici un gouvernement libéral qui a réussi à créer une crise. Une crise vraiment pour détourner l'attention. Il y a une crise sur l'inflation, on n'en parle pas. Il y a une crise sur la dette, on n'en parle pas. Il y a une crise au niveau des criminalités, on n'en parle pas. Est-ce que mon collègue du Bloc a tombé dans le panneau de jouer dans le jeu des libéraux au lieu de parler vraiment de la réalité des Canadiens? On va parler toute la semaine du sujet qu'on parle aujourd'hui. Député de Belleau et Chambly. Est-ce que mon estimé collègue est tombé dans le panneau multiculturaliste et liberticide pour les Québécois? Bravo. Questions and comments. Questions et commentaires. Alors, le député de London West. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie le discours de notre collègue du Bloc québécois. Ce qu'il discute aujourd'hui, c'est sur la laïcité. Mais là, je me demande, comme il veut que le gouvernement fédéral reste en dehors d'une situation qui est directement liée au gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'il en pense si d'autres provinces commençaient à faire ce cas, surtout si ça vient à une attaque sur, disons, la langue française à travers le Canada, à travers le Québec? Qu'est-ce qu'il en dirait si c'était le cas? Le député de Belleau et Chambly. Le gouvernement fédéral porte le chandail rayé blanc et noir. Hein? Il est comme un peu l'arbitre. Il dit, moi, je fais la Constitution, je finance les opposants, je participe à l'exercice d'avoir des procureurs qui vont monter l'argumentaire, et je fais la propagande politique. D'ailleurs, je peux y faire référence. Oui, le mémoire ne parle pas d'utilisation préventive, mais il y a un sacré paquet de monde de l'autre bord de la Chambre qui parle toujours de ça comme étant un des 7 péchés capitaux. Donc, le gouvernement centralise, s'arroge un paquet de pouvoirs et espère atteindre face au Québec le point de non-retour avant que le Québec ait collectivement la bonne idée de faire l'indépendance. Voilà. Question et commentaire. Alors, le député de Rivière-du-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue et chef pour son discours que j'ai beaucoup apprécié. J'aurais une question pour lui à savoir, écoutez, Monsieur le Président, l'article 33, c'est un outil qui permet de mettre certaines lois à l'abri des dispositions de la Charte, à supposer, pour faire une discussion, qu'un gouvernement du Québec ou d'une autre province adopte une loi qui permette l'esclavage, disons. À son avis, est-ce que, grâce à l'article 33, ce gouvernement-là va subsister longtemps ou cette loi-là longtemps? Ou quelles seraient les conséquences de l'adoption d'une telle loi? Le député de Belleau et Chambly. Il y a des lectures à faire de l'application précise de la clause dérogatoire, mais j'ai envie de présenter à mon précieux collègue et ami le fait qu'il existe à travers le monde un grand nombre de sociétés libres et démocratiques qui, sans avoir la suprématie morale d'un Canada qui les surveille et les écrase, ne recourent ni à la peine de mort, ni à l'abrogation de la liberté de presse, ni au travail forcé. Resuming debate. Reprise du débat.